À 2 mois des Jeux Olympiques de Pékin, rien n'est encore réglé au Tibet. Un exilé tibétain a filmé en caméra cachée la vie quotidienne sous la férule chinoise. Cache la caméra. Ils m'ont jeté par terre. Ils m'ont frappé avec des câbles d'acier sur toute la surface du corps. Découvrez l'envers du décor tibétain, le Tibet de l'ombre, celui que le gouvernement chinois cherche à occulter. Dans notre village, une douzaine de femmes ont été stérilisées. Ils m'ont ouvert le ventre et ils ont arraché les trompes à la racine. Ils ne m'ont même pas anesthésiée. Le Tibet clandestin, un reportage à ne pas manquer ce soir dans Temps présent. Bonsoir à vous tous. Vous le savez, d'ici moins de 2 mois commenceront les Jeux Olympiques à Pékin. Et vous l'avez sans doute remarqué, depuis les tremblements de terre dans ce pays, le grand débat mondial sur les violations des droits de l'homme par la Chine a été mis en quelque sorte en veilleuse. Alors ce soir, nous avons choisi de revenir sur les violations les plus dures commises dans ce pays. Dans la province du Tibet, annexée par les Chinois, ont eu lieu de violentes émeutes en mars dernier, réprimées par Pékin. Et c'est justement dans cette province que devrait passer la flamme olympique ce samedi. Contrairement aux engagements qu'ont pris les Chinois avant les Jeux, aucun journaliste n'a désormais accès à la province du Tibet. Alors au prix de risques inouïs, après 11 ans d'exil, un jeune Tibétain a choisi de retourner dans son pays, au Tibet, pendant 3 mois, accompagné d'un réalisateur. Et il a filmé en caméra cachée la vie quotidienne de ses compatriotes qui lui ont raconté la répression, les tortures et parfois même la stérilisation pour les femmes. Regardez. Il y a 10 ans, Tash Despa a quitté le Tibet, sa famille et ses amis, et s'est enfui à travers l'Himalaya. Le chemin sur lequel on avançait était jonché de cadavres gelés. Parfois on voyait un pied, parfois on voyait un visage. Quand on voit un visage, ça fait vraiment peur. Certains ont les yeux ouverts ou la bouche béante. Je n'avais jamais vu de cadavre dans cet état et j'avais vraiment très peur. Je me disais, mon Dieu, peut-être qu'un jour ce sera moi. Mais le froid, la faim et la fatigue ne sont pas les seuls dangers que doivent affronter les fuyards. Il y a aussi les gardes-frontières chinois. Ils les tirent comme des chiens. Le 30 septembre 2006, des alpinistes occidentaux sont en train de filmer lorsqu'un groupe de Tibétains est repéré par les soldats chinois. J'ai vu des types qui marchaient derrière moi. Lorsqu'ils se sont approchés, je me suis rendu compte qu'ils étaient armés. J'ai continué de marcher et tout à coup ils ont ouvert le feu et ils ont commencé à nous tirer dessus. Ils ont tiré sur une fille qui est tombée sous leurs balles. 2 soldats ont attrapé son cadavre par les mains. Ils l'ont traîné et ils l'ont jeté dans un trou. Le gouvernement tibétain en exil est basé à Dharamsala, dans le nord de l'Inde, depuis 1959. Chaque année, plus de 3000 Tibétains fuient la domination chinoise. Ce centre est leur première escale vers la liberté. Un réfugié a accepté de témoigner. C'est un ancien agriculteur et un fervent partisan de l'indépendance du Tibet. Les Chinois nous ont ordonné d'assister à une conférence sur le socialisme. En fait, le but de cette réunion était de stériliser les femmes et de condamner à une amende celles qui avaient plus de 2 enfants, pour les punir. On était 5 à protester. On agitait le drapeau tibétain et on a réclamé l'indépendance du Tibet et le retrait de la Chine. On a immédiatement été arrêtés et emmenés dans la ville la plus proche. Là, ils nous ont roués de coups. Ils voulaient savoir si nous avions le soutien de groupements américains ou britanniques. Sur les 5 que nous étions, 3 manifestants ont été condamnés à 15 ans de prison et déchus de leurs droits civiques pour 5 autres années. Mon ami et moi, comme nous étions absents au moment où le drapeau tibétain avait été cousu, nous n'avons été condamnés qu'à 13 ans d'emprisonnement. J'étais en prison pendant les meilleures années de ma vie, de 24 à 37 ans. Au printemps 2007, Tash Despa retourne dans son pays d'origine pour la première fois depuis 10 ans.
Son but est de recueillir en caméra cachée des témoignages sur la vie quotidienne des Tibétains. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle les gens traversent l'Himalaya au péril de leur vie pour se rendre en Inde. J'ai rendez-vous avec un ancien prisonnier politique. Cela fait 10 heures que je roule pour trouver un endroit sûr où nous puissions nous rencontrer. L'armée chinoise assure une présence massive au Tibet. Ce convoi militaire s'étire sur plusieurs kilomètres. Les moindres faits et gestes de ceux qui contestent la domination chinoise sont surveillés en permanence. Ce militant des droits de l'homme peut en attester. J'ai été accusé de sécession, condamné à 6 ans de prison et déchu de mes droits politiques pour 3 autres années encore. Depuis ma remise en liberté, je n'ai pas pu trouver de travail. Je n'arrive donc pas à gagner ma vie, c'est très difficile. De plus, je suis constamment suivi. Je ne me sens jamais en sécurité. Les espions sont partout. Ils ont infiltré toute la société au Tibet. Ils sont dans les villages, les monastères et même dans les écoles. Les gens ont peur. Ils disent qu'il faut s'abstenir de toute action contre-révolutionnaire et qu'il faut obéir aux autorités. Les Tibétains qui osent faire entendre une voix dissidente sont accusés de crimes politiques et arrêtés. Que risque un Tibétain qui parle à un étranger? On peut perdre la vie. Beaucoup de gens ont été tués. Ils ont été empoisonnés ou écrasés par une voiture. Le danger est énorme. Le sentiment d'insécurité qui règne au Tibet commence déjà à peser sur tâche. J'ai vomi. T'as vomi? Oui. T'es sérieux? Oui. Je suis très nerveux. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Tu vas pouvoir continuer à faire ce film? Oui, j'y arriverai. Traditionnellement, la majorité des Tibétains sont nomades. Mais depuis le début de l'occupation, il y a 40 ans, le gouvernement chinois met tout en œuvre pour réprimer ce mode de vie. Prétextant une amélioration du sort des nomades à qui il offre un toit, le gouvernement a sédentarisé de force des dizaines de milliers de Tibétains et les a spoliés de leurs terres et de leurs troupeaux. Ce camp de sédentarisation est construit au milieu d'une plaine aride, à des kilomètres de la ville la plus proche. Voici les maisons de familles nomades qui ont dû quitter leur pâturage. J'ai appris qu'une vingtaine de familles vivent ici. C'est un peu comme une prison, non? C'est vraiment triste. Ce camp est occupé depuis 2 ans. Mais aucun transport public ne dessert cet endroit. Les habitants n'ont donc pas la possibilité d'en sortir pour aller chercher du travail. Sans école, sans hôpital, et avec peu de moyens alloués pour leur reconversion, les nomades peinent à survivre. Beaucoup sombrent dans l'alcoolisme. Il faut qu'on parte. Il faut éviter de leur parler. Pourquoi? Le chauffeur ne leur fait pas confiance. On ne peut pas entrer dans une des maisons. Non. Donc ils vivent cloîtrés derrière ces murs de béton. Ouais. Il faut partir. L'anxiété croissante du chauffeur est justifiée. 4 voitures de police sont parquées devant le camp, en observation. Cela prouve qu'on risque à tout moment d'être pris. Il est risqué de s'attarder ici. L'équipe reprend donc la route et se retrouve quelques heures plus tard dans un autre camp de sédentarisation. Cette fois-ci,
Tash y pénètre seul, muni d'une caméra cachée. Combien de familles ont été déportées ici? Plus de 300 familles ont dû s'installer ici. Le gouvernement a confisqué nos terres et nous ne pouvons plus regagner nos pâturages. Le gouvernement vous a pris vos terres? Oui, Êtes-vous heureux ici? bien sûr que non. C'est très dur de vivre ici. Les gens souffrent de privation, ils souffrent de la faim. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont plus de terre. Pour se remplir l'estomac, il n'y a qu'un seul moyen, le vol. Personne ne voulait venir s'installer ici. Mais si vous êtes habillé comme un Chinois et que vous interrogez les gens, ils n'oseront pas vous dire la vérité. Ils ne vous diront que du bien, que des choses positives, parce que nous vivons dans la terreur. On nous opprime par la violence et on nous dénie nos droits les plus élémentaires, même la liberté d'expression. Le gouvernement raconte des mensonges sur la réussite de sa politique et les gens peuvent être accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis. En fait, c'est comme si on vivait à nouveau l'époque de la révolution culturelle. Tout le monde est déprimé et a l'air misérable. Les visages sont pâles, le regard creux. Tout le monde a peur de dire la vérité. Je pourrais être arrêté demain s'ils savaient ce que je viens de dire. Craignant que Tash n'ait éveillé l'intérêt de la police, nous quittons les lieux sans attendre. Il est pratiquement impossible de se déplacer librement au Tibet. Cache la caméra. Voici le premier d'une longue liste de postes de contrôle installés sur les routes. Où allez-vous? Dans la province voisine. À chaque poste de contrôle, l'anxiété est palpable. La voiture est pleine de films qui peuvent envoyer en prison les personnes qui ont accepté de témoigner. C'est le 4e poste de contrôle que nous devons franchir aujourd'hui et le chauffeur me dit qu'il y en aura encore plein d'autres sur la route. Vraiment? Oui. Il ne faudrait surtout pas qu'il fouille nos bagages et trouve nos films. Tash essaye de recueillir le témoignage d'un moine qui a passé plusieurs années en prison pour avoir apporté son soutien à une campagne pour l'indépendance du Tibet. Demain, je rencontre l'homme qui me met en contact avec le moine. Mais il est très nerveux à l'idée qu'on se voit ici. Il faudra donc qu'on se rencontre ailleurs. Je crois que le risque en vaut la peine, car si on ne prend aucun risque, personne ne saura jamais ce qui se passe au Tibet. La nuit suivante, après quelques coups de téléphone, un lieu sûr est trouvé pour le rendez-vous. Le moine commence par révéler que certains jouets étiquetés Made in China sont le fruit du travail forcé des Tibétains. Les prisonniers doivent assembler des jouets avec une colle ultra adhésive. On doit coller ensemble les différentes pièces. Ce sont des jouets en forme de poisson. Il y a aussi d'autres motifs. Les vapeurs de la colle sont très nocives pour les yeux. Quiconque ne produit pas son quota de jouets est torturé. La pire torture, c'est celle avec des câbles d'acier. Ils m'ont obligé à me déshabiller. Et après, ils m'ont jeté par terre et ils m'ont frappé de la tête aux pieds. Ils m'ont frappé avec des câbles d'acier sur toute la surface du corps. C'était des câbles d'acier tressés. De l'acier tressé? Oui. Tash souhaite rencontrer d'autres victimes de torture. Mais ceux qui ont eu affaire au régime pénitentiaire chinois ont très peur de parler. J'aimerais vous rencontrer, mais c'est très difficile.
Il faut que nous trouvions un endroit sûr. Restons en contact par téléphone. Je vous appellerai le moment venu. D'accord. Au revoir. Le lendemain, Tash peut s'entretenir avec cet homme, arrêté pour avoir distribué des tracts en faveur du Tibet. Il a été accusé de sécession, un délit datant de la révolution culturelle pour décrire tout acte de contestation contre l'autorité de l'État chinois. En prison, j'ai subi toutes sortes de tortures pendant de longues années. Ça ne fait pas longtemps que j'ai été libéré. Après les tortures que m'ont infligées les Chinois, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Ils ont différentes sortes de menottes qu'ils utilisent de différentes façons. Il y a celles qui maintiennent juste les deux pouces ensemble. Il y en a d'autres qui sont en dents de scie pour déchiqueter les chairs du poignet. Ils vous passent les menottes et ils vous suspendent au plafond. Ensuite, ils vous frappent. Ils vous frappent sur tout le corps avec des barres de fer. Mais si on reste trop longtemps suspendu en l'air, on a les mains arrachées à cause du poids du corps. Pour remédier à ça, ils utilisent un dispositif en métal pour vous suspendre. Ils peuvent l'ajuster en fonction de la taille de la personne. Ils l'utilisent pour vous suspendre au plafond, de telle manière que vos orteils touchent à peine par terre. Comme ça, vos mains ne sont pas arrachées, mais par contre, vos poignets sont en charpie à cause des menottes. Ils laissent leurs victimes pendant des heures dans cet état, et parfois ils la laissent même toute la nuit. Ça, c'est une de leurs tortures. Une autre torture consiste à vous électrocuter avec une matraque. Les Chinois l'appellent Dianbang. Lorsqu'ils vous plongent dans l'eau et qu'ils utilisent cette matraque électrique, la douleur est insoutenable. Se faire électrocuter dans l'eau, c'est bien pire qu'à sec. Hors de l'eau, la douleur ne se ressent que là où la matraque vous frappe. Tandis que dans l'eau, l'électricité parcourt tout votre corps, de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Une seule décharge traverse tout votre corps. Quand j'ai subi ça, je me suis dit, plutôt mourir. Mais je n'ai jamais eu la possibilité de me suicider. Un moment, s'il vous plaît, je ne peux plus parler. Malgré la torture et la prison, cet homme a le courage de poursuivre son combat. Il dénonce la politique de contrôle démographique du gouvernement. On comptait 6 millions de Tibétains avant la domination chinoise. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5 millions dans toute la région. Il n'y a donc pas eu de croissance démographique pendant cette période. Et malgré cela, le gouvernement pratique une politique de stérilisation forcée au Tibet. Ceux qui refusent de s'y soumettre sont punis. Ils appliquent cette politique ici et maintenant. C'est une violation des droits de l'homme. Je m'apprête à rencontrer une femme qui, comme beaucoup d'autres, a été stérilisée de force. Elle est très nerveuse, alors nous avons organisé un rendez-vous de nuit pour que personne ne puisse nous voir. Jusqu'ici, on a eu beaucoup de chance de pouvoir parler à tous ces gens sans être inquiétés par la police. On espère que ce soir encore, tout se passera bien. Sa maison doit se trouver par ici, on est presque arrivé. Je vois de la lumière. Cette femme a eu un enfant de trop selon la politique chinoise de l'enfant unique. Sa punition, payer une amende
ou être stérilisé. Celles qui n'ont pas les moyens de payer l'amende sont stérilisées. Si on a des contacts bien placés, on peut acheter un certificat de stérilisation pour 1000 yuan. Mais si on n'a pas d'argent, on ne peut pas obtenir de certificat. Et on est stérilisé, qu'on le veuille ou non. J'ai été emmenée de force, contre ma volonté. Vous avez pleuré? Oui, après la stérilisation, quand j'étais couchée sur mon lit. J'ai pleuré parce qu'il m'avait stérilisée, alors que j'étais en bonne santé. Je me sentais mal. J'avais des nausées et des vertiges. Et je n'arrivais pas à me redresser. J'avais tellement mal. Il paraît que normalement, ils sectionnent les trompes et les ligatures. Moi, ils m'ont ouvert le ventre et ils ont arraché les trompes à la racine. La douleur était insoutenable. J'étais à l'agonie. Ils ne m'ont même pas anesthésiée. Ils ont juste étalé une substance sur mon ventre et ils m'ont opéré. À part de l'aspirine, ils m'ont donné aucun médicament. Et dès le lendemain de l'opération, j'ai dû me débrouiller toute seule. Si j'avais besoin d'une piqûre, je devais me la payer moi-même. Vous voulez bien me montrer la cicatrice? J'ai eu tellement peur. Et je n'étais pas la seule. Dans notre village, une douzaine de femmes ont été stérilisées. De force? Oui, de force. Aucune ne l'aurait fait de son plein gré. Ils viennent chez vous et ils vous emmènent de force. Ils menacent de vous prendre votre fourneau et de vider votre maison de tous vos biens. Alors les femmes ont peur. Elles acceptent d'être stérilisées. Chez certaines, l'opération a entraîné des lésions. Elles boitent, elles se traînent péniblement. Maintenant, les gens ont peur d'avoir trop d'enfants. Les immigrés en provenance de Chine ne cessent d'affluer dans la capitale. Près de la moitié de la population de Lhasa est d'ascendance chinoise Han, et la majorité des commerces sont aux mains des Chinois. Ce sont ces magasins qui ont fait les frais de la colère des Tibétains lors des manifestations de mars 2008. Comme nous le confirme cet homme, toutes les démarches administratives sont obligatoirement menées en mandarin, ce qui pénalise les Tibétains. Aujourd'hui, les Tibétains ne peuvent pas trouver de travail s'ils ne savent pas parler, lire et écrire en chinois. Donc, dans les années à venir, la situation ne fera qu'empirer. Actuellement, elle n'est déjà pas très brillante. Le gouvernement semble lancer dans une sinisation du peuple tibétain. Avec les gens qui emménagent en ville, la cohabitation avec les Chinois va finir par siniser toute la population en l'espace de 2 ou 3 générations. On finira tous par manger et s'habiller comme les Chinois. Puis à mesure que les Tibétains se mêleront aux Chinois et parleront leur langue, la langue tibétaine disparaîtra. Si ce phénomène persiste pendant plusieurs années, les Tibétains vont fatalement finir par être absorbés. Depuis l'inauguration en 2006 du chemin de fer reliant Lhasa à Pékin, les Tibétains craignent l'arrivée massive de Chinois d'origine Han et l'accélération du processus de sinisation. Cette voie ferrée sert aussi à exporter des minéraux et des matières premières vers la Chine. 10 des plus grands fleuves d'Asie prennent naissance sur le toit du monde. Ils fournissent de l'eau douce et de l'électricité. La Chine exploite cet énorme potentiel hydroélectrique. Des centaines de barrages ont été construits et de nombreuses vallées inondées. Avec la présence d'eau, de minéraux et de pétrole, les réserves pétrolières du Tibet sont estimées à 4 000 milliards de dollars. Il est peu probable que la Chine desserre son étau sur la région. Jusqu'ici, notre équipe n'a pas attiré l'attention des policiers. Mais lorsqu'en avril 2007, un groupe de manifestants américains déploie un étendard anti-chinois au sommet de l'Everest, la surveillance des étrangers s'intensifie. Tash devait rencontrer un étudiant qui milite pour l'indépendance du Tibet. Mais inquiet à cause du durcissement policier, il s'est désisté.
Il y a quelques mois, il avait aidé un moine qui venait d'arriver à se trouver un logement. Quelques jours plus tard, la police est venue le voir pour lui dire d'éviter tout contact avec les moines. J'étais sûr qu'il allait me parler. J'avais confiance en lui. Mais je ne savais pas qu'il était épié et suivi en permanence. Aujourd'hui, il m'a appris qu'il était sous surveillance. Je suis donc content qu'il ne m'ait rien dit. Ça t'inquiète d'être constamment surveillé? Oui. Parce que j'ai rencontré des tas de gens que je ne connais pas du tout. Et qui sait, peut-être que l'un d'eux est un espion. Peut-être même qu'il me surveille en ce moment. Il faut vraiment que je sois prudent maintenant. Tout ça me rend nerveux. Vraiment? Ouais. Les moines sont très respectés et ont beaucoup d'influence sur la société tibétaine. Ils font donc l'objet d'une surveillance extrêmement rapprochée. À chaque rassemblement, l'armée est déployée. Ces séquences, tournées avec une caméra cachée au cours d'une cérémonie religieuse en 2006, montrent le degré de la présence chinoise. Les soldats fouillent les gens et les filment de manière ostensible. En Chine, on compte un soldat pour 1400 civils. Au Tibet, on dénombre un soldat chinois pour 20 civils tibétains. La capitale Lhasa est le seul endroit que les touristes sont autorisés à visiter. Dans les monastères, ils photographient les moines vaquant à leurs occupations sans se rendre compte du degré de surveillance qui s'exerce autour d'eux. Ce moine peut en attester. À Lhasa, on est constamment sur le qui-vive. Même quand je lis dans ma chambre, je dois constamment être sur mes gardes. Parce que les agents de sécurité du monastère font régulièrement des descentes. Si on tarde à ouvrir la porte, ne serait-ce que quelques secondes, on a des problèmes. Ils entrent de force et ils vous interrogent. Et s'ils trouvent des discours du Dalai Lama dans la chambre, on est arrêté immédiatement. Ils surveillent vos affiliations politiques et peuvent vous arrêter sans aucune raison. Ils ont arrêté un jeune moine de 18 ans. Son crime, c'était d'avoir écrit « Liberté pour le Tibet » dans un livre. Il a été condamné à 3 ans de prison. Ils ne portent pas d'uniforme pour ne pas attirer l'attention des touristes et des autres visiteurs. D'ailleurs, les visiteurs ne les remarquent même pas. Il n'y a aucun signe apparent d'une surveillance rapprochée ou d'une présence policière. Mais si on y regarde de plus près, on distingue des policiers en civil en faction autour du monastère. On risque à coup sûr la prison à vie ou même la mort si on est reconnu coupable d'avoir distribué des tracts ou hissé le drapeau du Tibet. Quiconque manifeste contre le gouvernement peut être abattu sur le champ. En fait, vous êtes pris au piège. Oui, tout à fait. On se sent comme des animaux en cage. Les moines tibétains sont aussi contraints d'assister à des réunions où on leur enseigne qu'ils sont soumis à l'autorité de l'État et qu'ils doivent renoncer à leur allégeance envers le Dalai Lama. À l'université aussi, le moindre acte de contestation est sévèrement puni. Au Tibet, un étudiant en apprend plus sur les exploits du gouvernement chinois que sur les préoccupations du peuple tibétain. La plupart des étudiants n'osent même pas évoquer la question de l'indépendance du Tibet. Ils ont peur de s'attirer des ennuis, non seulement pour eux, mais aussi pour leur famille. Au Tibet, si un type quelconque comme moi crie des slogans contre le gouvernement chinois, il sera arrêté et personne ne saura jamais où ils l'ont emmené.
On court le risque d'être enfermé à vie. À l'université de Lhasa, 6 personnes ont été récemment arrêtées. Elles n'avaient fait que distribuer des tracts en faveur du Tibet. Personne ne sait ce qu'elles sont devenues. En ce qui me concerne, je pense que si j'étais arrêté aujourd'hui, c'en serait fini pour moi. C'en serait fini jusqu'à ma mort. Cela fait presque 3 mois maintenant que Tash séjourne au Tibet. Vivre ici, c'est comme vivre en enfer. Comme tout le monde le sait, ils n'ont aucune liberté. Ils n'ont aucun droit. Les moines ne jouissent pas de la liberté de religion. Et bien sûr, le commun des mortels non plus. Je pense que ce qui se passe est vraiment terrible. Et il faut que le monde entier sache ce que la Chine, ou plutôt le gouvernement chinois, fait subir aux Tibétains. Quelques jours après les émeutes de mars 2008, Tash se procure ces images de manifestants tibétains abattus d'une balle en plein cœur. Selon la Chine, 22 personnes ont perdu la vie, tuées, de sources officielles, par des manifestants. D'après le gouvernement tibétain en exil, plus de 140 Tibétains ont été tués par les forces de l'ordre chinoises et des centaines de personnes arrêtées. Très vite, le pays est verrouillé et l'information distillée au compte-gouttes. Mais lorsqu'un groupe de journalistes se rend à Lhasa sous escorte à fin mars, la visite guidée est interrompue par une trentaine de moines qui crient « Il n'y a pas de liberté au Tibet ». Nous avons fait connaître le contenu de notre reportage à l'ambassade de Chine à Londres. Elle nous a fait la déclaration suivante. L'ambassade n'a pas eu suffisamment de temps pour enquêter sur ces allégations, mais ce reportage n'est pas sérieux, pas objectif et par conséquent ne mérite aucun commentaire. En mars 2008, seule une poignée de manifestants ont usé de violence. La majorité des Tibétains sont encore fidèles au Dalai Lama et à ses préceptes bouddhistes de non-violence. Mais si le monde reste indifférent aux violations des droits de l'homme perpétrées au Tibet, la situation risque de dégénérer. Depuis toujours, le Dalai Lama prône la non-violence. Mais la Chine refuse de l'écouter. Jusqu'ici, les Tibétains ont toujours obéi à sa sainteté et agi selon ses préceptes. Mais beaucoup seraient heureux de donner leur vie pour leur pays. Beaucoup seraient prêts à mourir pour l'indépendance du Tibet. Si les voies pacifiques de sa sainteté n'aboutissent à rien, c'est évident, la violence prendra le dessus. Si vous étiez harcelé constamment, jour après jour, que feriez-vous? Est-ce que vous accepteriez d'être harcelé toute votre vie? Ou bien vous seriez prêt à vous battre un jour? La grande farce de la flamme olympique qui traverse le monde sous les sifflets, les huées du public et encadrée de gardes du corps continue. Ainsi, les Chinois ont annoncé que c'est ce samedi, en principe, que la flamme devrait traverser le Tibet, mais cela se fera à l'abri des regards indiscrets de la presse internationale. Et pendant ce temps, interviewé sur ce sujet, Jacques Rogge, le grand patron du comité olympique, a dit regretter les incidents qui émaillent la traversée de la flamme olympique et affirme, je cite, « se réjouir que cela soit terminé », fin de citation, les Tibétains apprécieront.
Alors n'hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet, dites ce que vous pensez, nous ouvrons un site internet, un forum à www.tempsprésent.ch. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Anne-Frédérique Wiedemann. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine et à bientôt. Dans ce concours de beauté, pas comme les autres, les candidates sont des voleuses, des meurtrières ou des guerrilleras. Il a lieu chaque année dans le pénitencier pour femmes de Bogota en Colombie. Le temps de la compétition, on oublie les barreaux, les gardiennes armées et les miradors. Mais après avoir été couronnée et fêtée, la reine de la prison retourne en cellule.